Nous nous retrouvons pour la troisième partie de la vidéo. Donc à la fin de la deuxième partie, nous nous apprêtions à aborder l'influence de Pluton dans le signe de la Vierge et examiner son impact sur la marche du monde. Avant de nous y atteler, j'aimerais revenir quelques instants un petit peu en arrière et discuter de périodes en fait charnières que, à mon avis, on a évacuées un petit peu trop rapidement. Alors nous avions précédemment vu combien la période de prédécouverte ainsi que la découverte de Pluton en Cancer avait fait émerger sur la scène internationale une nouvelle grande puissance, les États-Unis, pendant que dans le même temps, l'Europe déclinait, était décimée par deux guerres apocalyptiques. Alors si l'histoire de l'humanité a malheureusement toujours été rythmée par des conflits et guerres meurtrières et même des génocides comme celui des Amérindiens, qui est estimé entre 80 et 100 millions d'âmes, donc il s'était étalé dans le temps depuis la période de la découverte de ce que l'on appelait le Nouveau Monde, depuis en fait l'époque de Christophe Colomb, Cortés, Pizarro, et puis bien sûr toute la conquête de l'Ouest. Force est de constater que la prise de conscience collective de l'existence de Pluton aux confins de notre système solaire, en fait, a considérablement accru la pulsion meurtrière de certains de nos congénères, qui n'ont pas hésité un seul instant à entraîner le monde dans le chaos par deux fois des guerres fratricides, avec 10 millions de morts pour la Grande Guerre, 50 millions pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a comme une concentration en fait sur une période finalement très courte, et c'est bien là où on peut effectivement dire que Pluton a amené ce côté vraiment mortifère, puissance démultipliée de façon exponentielle, puisque c'est vrai que l'histoire a toujours été émaillée malheureusement de guerre, et là c'est vrai qu'on a vraiment cette puissance en fait plutonienne, et donc cette force de frappe, et avec d'ailleurs le bouquet final, on en avait parlé, le tristement spectaculaire du largage de la bombe nucléaire par deux fois au Japon, qui coïncide justement avec ce Pluton en Lion. Nous aurions pu également évoquer le génocide arménien, qui a fait quand même 1,8 million de victimes, et qui a commencé un an après la période de prédécouverte de Pluton. Donc la période de prédécouverte, vous vous en souvenez, c'était donc au mois de janvier 1914, et donc le 24 avril 1915, donc on avait ce terrible génocide arménien. Alors on a eu également le génocide des Juifs, donc perpétrés par les nazis, surtout après 1941. Donc c'est vrai que le monde ne découvrira finalement qu'à la fin de la guerre, après 1945, l'étendue de l'horreur, à la faveur, si je puis m'exprimer ainsi, de Pluton, dans le signe de la clarté du lion. On pourrait ajouter également les tziganes, qui ont été aussi fortement décimés. Alors à chaque fois, il y a une coïncidence vraiment stupéfiante entre l'émergence, l'avènement de Pluton, donc on avait parlé de la découverte bien sûr, et donc si on regardait du côté de l'Union soviétique avec Joseph Staline, qui était déjà au comité central de l'Union soviétique dès la révolution d'Octobre Rouge en 1917, donc là on avait déjà, il y avait déjà la prédécouverte de Pluton, mais c'est surtout en 1929, soit donc c'est quand même une date assez symbolique, puisque à l'ouest on avait le krach de 1929, la crise économique, et donc à l'est, ça correspondait aussi un an avant la découverte officielle de Pluton. Et là, en fait, cette année-là, en fait, en 1929, Joseph Staline évince tous ses opposants, et prend le pouvoir total et impose une collectivisation forcée des terres et de l'économie. Il va instaurer le goulag, la famine ukrainienne de 1933, qui fera vraiment des millions de victimes, et les exécutions sommaires. Il sera responsable de 25 millions de morts au total, pendant toute la durée de l'exercice de son pouvoir. Toutes ces ignominies ont bousculé les valeurs humanistes et judéo-chrétiennes des Européens. Donc on retrouve bien ici la fibre plutonienne, dans bien sûr sa phase la plus sombre, qui transforme les consciences. On peut dire aussi que c'est vraiment le summum de l'horreur, qui n'ont pas, si vous voulez, le summum de l'horreur n'a pas été atteint complètement gratuitement, puisque, comme vous le savez, donc Pluton peut avoir dans son penchant négatif un côté pervers, un côté sadique, avec derrière ces morts, nous l'avons expliqué pour la Première Guerre mondiale, il y avait toujours, par contre, ça c'est le revers de la médaille, il y avait toujours des intérêts financiers et géostratégiques, de pouvoir, de domination du monde,
de soif de puissance finalement absolue. Donc on retrouve là encore la sémantique de Pluton qui n'hésite pas à jeter les gens les uns contre les autres, donc à s'entretuer pour se nourrir finalement de la faiblesse d'autrui. Alors prenons un autre exemple, celui de l'entre-deux-guerres, où on voit l'Allemagne, qui était vraiment le grand vaincu, donc qui était également ruiné par l'inflation et donc par les faramineuses réparations qu'ils ont dû verser en fait aux Alliés, dont d'ailleurs beaucoup n'ont jamais été payés. Donc ça a été conclu tout ça lors du traité de Versailles de 1919. Et d'ailleurs, ce traité de Versailles a été vécu par les Allemands comme un véritable diktat, une humiliation suprême qui alimentera d'ailleurs l'esprit de revanche. Là, on retrouve la revanche propre à Pluton. Et en plus, on verra les États-Unis acheter avec le billet vert des pans entiers de son économie, donc qui la rendra finalement dépendante. C'est-à-dire que là, on retrouve bien l'idée de puissance. D'un côté, il y a une puissance qui se nourrit de la faiblesse de l'autre. Alors cette domination des États-Unis sur l'Europe et particulièrement sur l'Allemagne, elle est symbolisée, elle se manifeste par déjà la puissance du dollar. Donc il faut savoir par exemple qu'avant la Première Guerre mondiale, 1 dollar ça équivalait à 8 marks, donc la monnaie allemande. Après donc, la guerre, donc le change, la parité, donc, est divisé par 500 000. Donc 1 dollar équivaut à 4 millions de marques. Alors les sociétés d'outre-Atlantique, fortes de leur monnaie, achetèrent bon marché des pans entiers de l'industrie allemande, donc notamment Ford, General Motors, IBM, Dupont de Nemours, ITT, General Electric, prennent des participations dans des entreprises d'outre-Rhin. Alors paradoxalement, on constate que donc le redressement économique de l'Allemagne est spectaculaire. Donc on retrouve là l'idée de régénération, mais c'est au prix d'une domination américaine. Donc cette collaboration étroite des Américains avec les Allemands se poursuivra d'ailleurs même lorsque la nature du régime politique basculait vers le national-socialisme d'Hitler. Il y aurait même certains capitalistes américains qui n'étaient pas insensibles aux sirènes nationalistes. D'ailleurs, certains historiens déclarent même que des entreprises aussi prestigieuses qu'Hugo Boss, Siemens, IBM ont financé le Troisième Reich pendant la guerre, et étaient au courant de toutes les horreurs, l'Holocauste, etc. Et ils disent même que toutes ces ignominies n'auraient pas été possibles sans l'appui logistique et financier de ces firmes et multinationales. Alors si vous désirez en savoir plus, je vous invite à regarder. Bon, vous pouvez en retrouver sur internet, mais là il y a un reportage qui s'appelle Les multinationales qui ont financé Hitler. Donc là vous verrez, ça dure 4-5 minutes, c'est assez instructif. D'ailleurs le New York Times en avait fait écho dans son numéro du 4 août 1933. Donc le journal rapportait que le nouveau chancelier Hitler, donc fraîchement monté au pouvoir, recevait une délégation d'hommes d'affaires américains dans son fief. Alors vous connaissez tous l'entreprise Siemens. Donc là vous voyez cette photo, on retrouve justement l'entreprise qui était impliquée malheureusement dans l'Holocauste. Donc là c'est des détails que les historiens ont trouvé très gênants et nous l'ont caché depuis un moment. Mais justement ces détails de l'histoire sordides ont émergé justement à la faveur des transits de Pluton qui sont venus avec différents aspects, venir régénérer, un petit peu ressusciter, comme nous l'avons dit d'ailleurs en préambule, tous les secrets de l'histoire gardés dans les tréfonds de la grotte ou des tréfonds de l'enfer, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'on parle d'Hadès. Alors il y a plein d'autres comme ça secrets qui sont apparus beaucoup plus tard, et notamment, on le verra encore plus en profondeur quand on parlera de Pluton en Capricorne, mais dès à présent on peut déjà en parler quelques instants, puisque comme vous le savez, donc Pluton, donc là je suis sur la carte du ciel du thème de Pluton, donc a été découvert à 17 degrés 46. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que Pluton a transité dans un signe, donc il y a pu avoir la régénération peut-être de certains secrets, mais là où on a vu vraiment une déferlante de secrets remonter à la surface,
c'est quand Pluton a commencé à amorcer son transit dans le signe du Capricorne, donc autour de 2008, puisqu'il se retrouvait finalement face à son double à l'époque de la prédécouverte, hein, puisque la prédécouverte s'est faite au moment, le 23, autour du 23 mai, mois de janvier hein, de 1914, il y en a même eu, on en avait parlé en 1909, mais surtout 1914, ça correspondait tout à fait au début du transit hein, de Pluton en Cancer. Donc là on retrouve bien le Cancer, le signe du passé, donc Pluton qui se retrouve face à son double, entre guillemets, fictif, hein, quelque part, et donc qui vient ressusciter, qui vient régénérer, qui vient réveiller les consciences. Voilà. Et puis on a eu une deuxième séquence, lorsque justement Pluton est arrivé à son degré fatidique, hein, c'est-à-dire le 17e degré 46, mais cette fois du Capricorne, c'est-à-dire vraiment à l'exact opposé de la découverte de Pluton officielle, hein, officiellement, donc à l'époque, donc le 18 février 1930. Et donc ça correspond de toute façon, ces périodes-là, ça correspond, si vous voulez, à la déclassification de nombreux documents top secrets hein, par les services américains, donc en général c'est 60, 70 ans. Donc voilà, et c'est vrai que ce degré fatidique, on le verra, on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera donc Pluton en Capricorne, ça correspond comme par hasard, et ça on l'avait anticipé sur notre blog, vous pourrez vérifier, on avait dit qu'autour du 20 janvier, hein, il y aurait donc le passage de Pluton, donc, qui serait opposé au degré fictif hein, de la découverte de Pluton en Cancer, et qui se passerait certainement des choses, et effectivement ça correspondait en plus à l'investiture de Donald Trump, puisqu'il a été investi, il a été élu le 8 novembre hein, 2017, mais il a été intronisé réellement à la Maison Blanche, hein, il a eu l'investiture le 20 janvier, puis ensuite on a eu quelques jours après l'affaire Fillon, avec plein de choses aussi où les gens ont découvert Médusé, beaucoup de choses, et nous on l'avait relaté d'ailleurs hein, au fil de l'actualité, donc sur le blog. Hein. Alors revenons justement sur le thème hein, des États-Unis. Donc là, les États-Unis, vous l'avez compris, hein, est au cœur de toutes les tractations. Les USA avec Pluton, hein, donc comme vous le savez, on l'avait dit, hein, leur a donné la puissance. Il y avait également Jupiter, hein, donc Jupiter qui est également hein, le maître de l'ascendant hein, Sagittaire, donc qui donne la puissance financière, le sens de la stratégie, également la manipulation. Hein. Donc Jupiter est en position exaltée, c'est aussi donc maître du Sagittaire donc, par l'ascendant, donc il donne cette envie aussi de s'étendre, hein, d'étendre son territoire au-delà des frontières, à l'international, donc qui donne l'impérialisme américain, mais ça quand on l'associe avec donc Mars et Uranus hein, qui sont valorisés, hein, qui sont valorisés aux descendants. Donc là on a bien l'esprit de conquête, un guerrière, la conquête, les pionniers, hein. D'ailleurs on parle souvent des Américains comme étant des pionniers. Donc on a Mars, hein, Uranus, donc l'esprit de conquête, l'esprit guerrier, au nom de la liberté, mais aussi pour s'affranchir hein, de limites trop exiguës du territoire. Donc là on retrouve Uranus. Donc nous avons, on l'avait vu ça sur les vidéos, on en avait parlé quand on avait fait les vidéos sur Uranus. Hein. Donc la liberté, Uranus c'est bien le symbole de la liberté, mais ça devient aussi hein, l'autoritarisme. Lorsqu'on ne respecte pas la liberté des autres, en voulant toujours repousser les limites, hein, en ne laissant pas finalement les autres peuples disposer d'eux-mêmes, faire comme eux ont envie, à leur rythme, à leur façon. Donc là on retrouve aussi Uranus, hein, bien sûr, la planète du capitalisme, des libertés individuelles, mais par extension du capitalisme. On a Mars qui est égocentrique, hein, donc valorisé, donc il met en évidence le côté égocentrique, c'est-à-dire qu'ils pensent d'abord à eux. Hein. Donc il y a un côté, d'ailleurs on l'a hein, dans le slogan, même encore aujourd'hui, on a le slogan American First, d'ailleurs, hein, c'était la campagne, d'ailleurs Donald Trump avait fait sa campagne sur ce slogan-là. Hein. Donc là on retrouve aussi Mars, faut pas l'oublier, en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est un signe qui a une certaine habileté, aussi par les mots, hein, donc beaucoup de force, si vous voulez, pour convaincre, donc par la communication, par le sens des affaires, puisque le Gémeaux c'est gouverné par Mercure, donc, mais on a aussi beaucoup de duplicité, on peut avoir de la duplicité chez le Gémeaux, donc ça il ne faut pas l'oublier, puisque c'est un signe double, surtout que on a
une position en fait affligée, c'est-à-dire qu'il y a des aspects négatifs, notamment à Neptune. D'accord? Neptune, qui est la planète des embrouilles, en fait, qui va édulcorer, hein, dévoyer donc la signification de Mars. D'accord? Parce que chaque planète peut avoir une signification positive ou négative, comme c'est toujours le côté pile-face, le côté yin et yang, hein, ça ne change pas. On le retrouve aussi chez les êtres humains, c'est pareil. On est à l'image des planètes. Et donc là, le fait qu'il y ait cette dissonance-là, donc on retrouve bien plutôt la duplicité. Donc c'est-à-dire que les Américains, et ça c'est pour ça que c'est très important de le garder à l'esprit, ils sont capables, quand je dis les Américains, c'est le gouvernement, ou en tout cas les dirigeants, hein, les gens qui dirigent, hein, bien entendu. Il faut bien distinguer le peuple. Le peuple, souvent, il subit. Hein. D'ailleurs, là, on retrouve bien Neptune, hein, qui est la planète populaire, hein, des masses populaires, donc qui quelque part, de toute façon, les gens subissent. Hein, les masses subissent toujours. C'est toujours les leaders. Leaders, donc Mars, hein, donc la planète des leaders, qui entraînent les gens, hein, qui entraînent, qui séparent. Uranus, c'est aussi la planète, hein, des séparations. Donc on sépare, on divise pour mieux régner. Hein. On soutient ouvertement, c'est-à-dire officiellement, les alliés. Donc c'est ce qui s'est passé dans les deux guerres, hein, à chaque fois. Et en sous-main, on finance, voilà, on profite, on finance par exemple Hitler pour affaiblir l'Europe. Une fois qu'elle est par terre, on vient jouer les héros, les grands sauveteurs. Hein. Donc on dit qu'on vient restaurer la liberté, donc là on retrouve Uranus, mais avec toujours des arrière-pensées, conquérir et dominer. Alors là on retrouve, hein, le côté machiavélique de Pluton. Hein. D'ailleurs, Machiavel, un philosophe donc, du XVe siècle, disait, en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moins mal. Donc bien sûr, hein, il y a des stratégies comme ça qui sont vieilles comme le monde. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, mais on va dire qu'avec Pluton, on va dire que ça prend une dimension encore plus sophistiquée, si vous voulez. Hein. Donc là, on est capable, les Américains ont été capables, d'ailleurs tout au long du XXe siècle, hein, à chaque fois de créer un ennemi qu'on finance en sous-main, mais à chaque fois on combat officiellement. Donc ainsi, les pays en fait sont obligés de vous suivre. Hein. Donc là, on retrouve encore, hein, la fibre machiavélique. Hein. Donc Uranus, tout à l'heure, je le disais aussi, hein, divise. D'ailleurs, les Américains, donc, qui ont fait le débarquement donc, en 1944, mais c'était surtout pour sauver leurs intérêts. Hein. C'était pas par philanthropie, même bien entendu, si ça arrangeait, si les gens étaient contents, bien entendu, à cette époque-là, de voir arriver les sauveteurs, les Américains. Mais c'est surtout, il faut savoir que les Américains ont débarqué donc en Europe, hein, c'est quand ils ont vu qu'en fait les soviétiques gagnaient du terrain à l'ouest, donc avant même d'ailleurs la fin de la guerre, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, ils avaient mis en place, tout était déjà en place, hein, pour l'après, hein, c'est-à-dire notamment au niveau financier, hein, ils avaient mis en place un nouveau système financier. Alors ce système financier, vous le savez, c'est le système de Bretton Woods, donc du fameux étalon or, hein. Donc on retrouve là l'or royal du lion, puisque là on est 1944, on est dans la période en fait où Pluton est en lion, hein. Donc c'est le signe de la noblesse. Donc il y a un mélange en fait de Pluton, donc vous vous souvenez, hein, des trésors cachés, voilà, un souterrain, et puis le lion, hein, qui représente les métaux précieux. Donc la valeur, il faut savoir que la valeur de chaque monnaie à l'époque était fixée par rapport bien sûr au billet vert, lui-même était indexé par rapport au métal jaune, donc à savoir l'or, et à cette époque, les USA détenaient 3/4 du stock d'or mondial. Et donc le stock d'or, ils ne l'ont pas obtenu comme ça par magie, donc c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, hein, qui avait permis aux USA de s'enrichir, de doubler leur production industrielle, et donc après il fallait écouler la marchandise. Alors écouler les marchandises, oui, mais vers qui? Puisque l'Europe, hein, comme vous le savez, en tout cas l'Europe de l'Ouest, alors l'Europe de l'Est on n'en parle pas puisqu'elle avait viré vers un régime collectiviste, donc là hors de question de faire du commerce. De toute façon c'est des systèmes qui étaient des modèles économiques complètement différents, et d'ailleurs il y avait déjà, on commençait à voir émerger, hein, le début de ce qu'on a appelé plus tard la guerre froide, et donc l'Europe était affaiblie, exsangue, fauchée comme les blés, hein, avec un manque de capitaux, de main d'œuvre. Donc les pays européens signeront ce qu'on appelle le plan Marshall, avec une clause secrète, hein, la création de l'Europe en fait, hein, qui était en réalité une sorte de cinquième colonne, hein, des Américains, en fait qui servait de cordon sanitaire
et entrait justement dans la stratégie du containment, hein, c'est-à-dire de contenir l'endiguement pour justement contenir l'avancée, la poussée des pays de l'Union soviétique, hein, sur les pays de l'Est. Et donc, effectivement, c'était une stratégie qui avait été mise en place pour ça. Alors parlons quelques instants aussi de la position du Royaume-Uni, qui a une position vraiment spécifique, hein, dans toute cette affaire-là. Donc le Royaume-Uni, donc son thème c'est 1er janvier 1801 à minuit 1, donc c'est un thème Capricorne ascendant Balance. Donc ça veut dire, si vous l'avez bien compris, hein, au moment de la découverte de Pluton, donc Pluton, hein, la planète qui donne la force, mais qui peut être aussi la planète de destruction. Donc là on retrouve à l'opposition, en plus avec la Lune noire, en 1914, donc le 23 mai, Pluton transitait le Cancer, hein, en dissonance également avec l'ascendant, hein, d'accord. Donc là, ça peut expliquer aussi, hein, le déclin, mais je dirais que la Grande-Bretagne avait quand même une position ambivalente, dans la mesure où, bon, c'est vrai qu'elle faisait partie, hein, du vieux continent, des anciens grands empires coloniaux, hein, du 19e siècle, qui déclinaient. Elle était au même titre que les autres pays, hein, dans la NAS, hein, car éprouvée par l'effort de guerre, et en même temps, sa position géographique, elle l'a un petit peu mis un petit peu à l'écart. On va dire qu'elle a un peu moins souffert, même s'il y a eu des bombardements, elle a moins souffert que les puissances continentales. Hein, elle avait servi aussi de base de repli à la résistance, notamment le général de Gaulle, hein, vous vous souvenez de l'appel du 18 juin 1940. Et puis également, on retrouve à Yalta l'éminent représentant de la Grande-Bretagne, Churchill, hein, qui avait quand même joué un rôle important dans le partage du monde. Hein. Mais bon, voilà, pour conserver tout son rôle, hein, son hégémonie sur la scène internationale, parce que c'est vrai que ces puissances-là n'avaient pas envie que ce soit la France, ou la France a été en position plus délicate, hein, comme vous le savez, mais le Royaume-Uni voulait jouer un petit peu son va-tout, et là on retrouve bien l'idée du Capricorne, le Capricorne, hein, qui ne jette pas facilement l'éponge, hein, qui est persévérant. Donc c'est vrai que le Royaume-Uni a joué à une stratégie quand même assez dangereuse, hein, qui aura un impact considérable sur le devenir actuel du monde. Hein. Alors là, je veux parler, hein, de deux accords. La déclaration de Balfour, donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, donc ça a été signé le 2 novembre 1917. Donc 2 novembre 1917, donc là, on retrouve le signe du Scorpion, signe gouverné par Pluton, et également les accords Sykes-Picot, un an avant, en 1916. Donc ça, je vous invite à aller voir, on va pas le faire maintenant parce que ce serait trop long. La vidéo tourne vite et j'ai pris plus de 20 minutes pour revenir un petit peu en arrière avant d'aborder Pluton en Vierge. Mais je vous invite vraiment à lire en profondeur tout ça, parce que sinon on comprend rien de rien à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient notamment. Hein. Donc avec toutes les guerres que l'on a, etc. Donc là, accord de Balfour et accord Sykes-Picot pour comprendre tout ça. Donc il faut savoir que ces accords, hein, dans ces accords-là, on aura vraiment frôlé l'hypocrisie et la manipulation totale. Et on clôturera en disant aussi que la France, ça vous le savez, et on ne va pas y revenir, hein, je crois qu'on en a assez parlé, il y a eu assez de documentaires là-dessus, mais dans les années 40, donc elle avait vécu cette période la plus sombre de l'histoire, hein, l'histoire de France, avec notamment la collaboration, le maréchal Pétain, etc. Allez, cette fois ça y est, on va vraiment pouvoir parler de Pluton dans le signe de la Vierge. Donc Pluton a séjourné, hein, du 22 octobre 1956 au 5 octobre 1971, donc je vous passe, hein, tous les détails sur la rétrogradation. Donc il faut savoir que le début du transit, hein, coïncide avec l'accélération de la construction européenne. Hein. Tout à l'heure je vous avais dit, hein, que c'était une forme de cheval de Troie, et la signature du traité de Rome quelques mois plus tard, donc le 25 mars 1957. Alors Pluton en Vierge, hein, signe effectivement le début aussi de la guerre froide, hein, entre les deux superpuissances, donc l'URSS et les USA. Et donc on a la période, hein, du McCarthyisme. Donc c'est une période de l'histoire américaine où on a frisé la paranoïa. Là on retrouve en fait le doute, parce que la Vierge en fait c'est le signe, hein, du doute. Et on retrouve donc justement élevé au carré par la puissance de Pluton. Donc on se retrouve avec un climat complètement paranoïaque où il y avait la peur en fait que la Russie, enfin les soviétiques aient infiltré
donc les États-Unis, etc. Donc là, on a l'impression justement que ça nous parle, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup, hein, à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup des Russes, hein, qui se seraient émissés dans certaines élections, etc. Donc voilà, là, on est un petit peu dans, toute proportion gardée, un petit peu dans cette mouvance-là, hein. Alors pour parler de d'un phénomène beaucoup plus sympathique, hein, sur le plan culturel et musical, c'est l'émergence, hein, du phénomène Elvis Presley, hein. Alors Elvis était né le 8 janvier 1935 à 4h30 à Tupelo, donc aux États-Unis, donc du signe du Capricorne, ascendant Sagittaire. Donc si on regarde sur sa carte du ciel, donc c'est assez intéressant. Déjà, il y a une petite remarque, c'est qu'il a le même ascendant que le pays qui l'a vu naître, c'est-à-dire les États-Unis. On retrouve Neptune très fort dans le signe de la Vierge, comme pour les États-Unis. Et effectivement, c'est vrai que les Américains, on ne peut pas dire le contraire, ils sont très forts au niveau musical, hein. C'est vrai que de ce côté-là, et si on se met bien on se remettait sur la carte des États-Unis, on verrait un Neptune, vous l'avez peut-être enregistré tout à l'heure, Neptune culminant donc en position très forte, hein. Donc Neptune, ça donne un côté mythique, c'est aussi la planète de la musicalité. Et donc Pluton amorçait son transit en Vierge, donc qui venait effectivement activer cette partie-là, et bien sûr toute la partie Capricorne, puisque c'est signe de terre, donc ils fonctionnent ensemble. Donc là on voit, voilà, là on voit l'émergence, la régénération, en fait, d'un talent caché, et c'est d'un talent qu'il avait, hein, depuis tout jeune, mais qui a émergé à ce moment-là, donc dans les années 50, 56, hein, avec le premier succès, c'était Heartbreak Hotel, donc qui a été signé justement d'ailleurs en 1956. Alors cette période, hein, plutonienne de la Vierge aussi correspondra beaucoup à ce qu'on appelait la grande vague de décolonisation, hein. Donc on pourrait aussi le rapporter à Uranus, mais c'est vrai que parce que Uranus sépare les territoires, mais Pluton, c'est vrai que les deux, en général, se sont pas mal suivis dans le zodiaque, étant donné que leur cycle n'est pas le même, hein. Donc vous avez dit, hein, 12 ans dans le signe de la Vierge, Uranus c'est 7 ans, donc à un moment donné ils se sont rattrapés, ils se sont retrouvés en Vierge, hein, Uranus et Pluton, donc dans le même signe, et donc ça peut expliquer aussi cette vague, hein, de libéralisation, de décolonisation, mais ça correspond aussi tout à fait, hein, à la perte des empires coloniaux, justement, des anciennes puissances, hein, continentales, des anciennes puissances européennes, hein, d'accord. Et là, on retrouve à nouveau Pluton en position, si on se mettait sur la carte du ciel des États-Unis. Alors là, on se retrouve toujours sur la carte des États-Unis du 4 juillet 1776, donc 16h50 Philadelphie, et Pluton, d'accord, est en maison 9. La maison 9 qui est en analogie avec le Sagittaire, 9e signe du zodiaque. Donc là, on retrouve bien, hein, donc la puissance, donc vers l'étranger, hein, donc qui dirige la politique à l'étranger, hein, qui, de main de maître, voilà, impulse toutes les opérations, hein, à l'étranger. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau musical. Vous voyez, là, on retrouve Neptune, hein, d'accord. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Alors cette période des années 60 aussi, c'est une période d'attentats politiquement et minutieusement bien préparés, à l'instar du signe de la Vierge, hein, donc le signe qui ne laisse jamais rien au hasard, en veillant toujours au moindre détail. Donc on retrouve plusieurs attentats, donc certains, enfin en tout cas les plus célèbres, hein. Donc on a l'attentat raté du petit Clamart contre le général de Gaulle en 1961, les assassinats par contre, hein, de JFK en 1963, de Martin Luther King en 1968, et on a également l'émergence ce qu'on appelle les services secrets. Et là on retrouve le mot service, donc, puisque le Vierge c'est le signe, hein, des services, donc, et secret Pluton. Donc vous voyez, service Vierge, secret Pluton. Donc là on a les agents du KGB, hein, qui émergent, on a la CIA pour les USA, ça a été créé en 1947, hein, mais on va dire qu'ils étaient vraiment en plein boom à cette époque. D'ailleurs ce n'est pas un hasard, hein, si on retrouve au cinéma le plus célèbre, hein, des espions et des agents, le fameux agent 007, donc
D'ailleurs, le plus emblématique des James Bond était incarné à l'écran par Sean Connery, qui lui était un natif de la Vierge. C'est peut-être le plus mythique des James Bond. Alors un petit coup d'œil rapide sur la carte du ciel de Sean Connery, 25 août 1930, donc il est bien du signe de la Vierge, ascendant Capricorne. Donc voilà. Et donc on retrouve Pluton, donc dès le début du transit, qui était sur son soleil. Donc, et vous voyez, on retrouve Neptune, donc la planète du mysticisme, donc il l'a rendu mythique. D'ailleurs, avec Saturne valorisé à l'ascendant, donc il lui a donné une certaine longévité, puisqu'on l'a retrouvé pendant un certain temps, puis on l'a retrouvé à nouveau dans les années 80, même lorsque Roger Moore, qui lui est du signe de la Balance d'ailleurs, au passage, et ça correspond tout à fait à la passation de pouvoir dans les années 70, 1971, 72, 73, c'est là où on a vu donc Roger Moore prendre la relève. Alors en France, c'est l'âge d'or de l'État-providence, l'émergence de la sécurité sociale, le secteur tertiaire qui se développe. Là, on retrouve le côté vierge, vierge, secteur tertiaire, des emplois salariés et employés. Et c'est vrai que le signe de la Vierge est réputé en fait pour être un bon second, plutôt qu'un patron, plutôt qu'un leader à la base. C'est plutôt comme ça en tout cas qu'il se définit. Et donc on voit également l'équipement, les appareils ménagers qui arrivent dans les maisons. Donc on est en phase d'équipement. Donc là on retrouve bien aussi le signe de la Vierge, le signe pratique, de la vie pratique, qui gère la vie quotidienne. Alors cette période coïncide avec la réussite de prouesses scientifiques majeures comme la première transplantation du cœur réussie par le professeur Chabrol en 1968. Donc là on retrouve bien le 6e signe du zodiaque, qui est également aussi celui de la médecine. Cette période plutonienne de la Vierge verra aussi la vente autorisée de la pilule contraceptive qui permet désormais à chaque femme de maîtriser sa fécondité et sa sexualité. Donc cette évolution scientifique est légale, engendrera une véritable révolution sur le plan sexuel avec l'émancipation des femmes, l'affirmation de l'égalité des sexes et la reconnaissance de la sexualité non procréatrice et non conjugale. Là on reconnaît encore ici l'influence de Pluton dans le signe virginal, habituellement prude et coincé, qui débride les mentalités. Alors nous voilà déjà arrivés à la fin de la 3e partie de la vidéo, donc je vous donne rendez-vous pour la 4e partie, où on terminera l'impact de Pluton dans le signe de la Vierge, voir ce que ça a donné, et puis on enchaînera tout de suite sur Pluton dans le signe de la Balance.